Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde des GECO qui est consacrée à un sujet fortement d'actualité. Les femmes sont-elles les premières victimes de la pandémie? De fait, la crise du Covid-19 a eu des impacts particuliers sur le marché du travail et sur la vie familiale à travers les différents épisodes de confinement qu'on a pu connaître en France et dans plusieurs régions du globe. Et deux effets au moins ont été particulièrement observés chez les femmes. Elles sont surreprésentées dans les métiers qu'on a dit des premières et deuxièmes lignes, les métiers de la santé notamment ou de la grande distribution, par exemple. Et puis, on a vu aussi des femmes peut-être surmenées ou surchargées dans la prise en charge de la vie domestique comparativement aux hommes. La question, c'est est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est un recul qui sera difficile à rattraper? Et est-ce qu'il y a vraiment ce phénomène-là? Pour en parler, quatre femmes que je vous présenterai au fur et à mesure de leur prise de parole. Voilà, il y a quatre femmes plus moi, ce n'est pas voulu, mais ça s'est trouvé comme ça. Je vous rappelle rapidement le mode d'emploi. Dans un premier temps, nous sommes un peu entre nous, entre guillemets, comme si nous étions sur scène à Lyon. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura les questions qui vont m'arriver sur la tablette. Donc, on vous indique le numéro de téléphone sur lequel envoyer vos questions. Et moi, je les récupère sur la tablette et je serai votre porte-parole. Voilà, dans un premier temps, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet. Chacune va s'exprimer à peu près 5 minutes pour nous développer tel ou tel aspect de cette question, femmes et pandémie. Alors, je vous présente dans un premier temps Barbara Petrongolo. Bonjour Barbara Petrongolo. Vous êtes donc professeure d'économie à l'Université d'Oxford. Et pour commencer, je voudrais vous demander quels ont été, d'après vous, les effets que l'on a pu constater de la crise du Covid sur les femmes, plus particulièrement sur le marché du travail. Alors, c'est à vous. Vous avez des slides à nous partager, je crois. Je vous laisse le micro. Alors, bonjour et merci beaucoup. I'm going to speak in Donc, je vais parler anglais. Je suis désolée, je m'appelle Barbara Petrangolo. Donc, j'ai travaillé sur ce sujet avec ma collègue Claudia Opko. Et donc, sur ce sujet, on va évoquer ce qui est réellement différent pour les femmes. Donc, nous avons mesuré les effets avec différentes populations de femmes. Donc, il y avait des arguments qui pouvaient être un facteur, que la pandémie pouvait être un facteur d'égalité. Mais nous avons étudié les dimensions économiques et sanitaires de cette pandémie sur les femmes. Donc l'idée, généralement, c'est que dans les crises normales, généralement, ce sont des secteurs qui sont dominés où les hommes sont surreprésentés dans la construction ou l'industrie. Mais comme la crise sanitaire a induit des confinements et une distanciation, ce sont des secteurs tels que la distribution, les hôtels, les restaurants qui ont été touchés et ce sont des secteurs qui emploient généralement des femmes. Et elles sont surreprésentées dans ces secteurs clés et également dans la santé et les services sociaux. Ces secteurs sont clairement des secteurs où les femmes sont les plus représentées. Nous avons également l'importance du travail non rémunéré, le travail domestique généralement. Avec la fermeture des écoles et des crèches, elles devaient s'occuper des enfants. Donc, est-ce que ce travail s'est accru avec la crise? Donc, nous avons pris les données sur le travail au Royaume-Uni durant le premier confinement en mai 2020, puis
en mars 2021. Donc, la proportion de perte de travail est assez faible et assez bien représentée entre hommes et femmes. Mais un an plus tard, en mars 2021, les femmes plus, euh, ont plus de pertes de travail, ont connu une perte de travail beaucoup plus importante que chez les hommes. Elles, et il y a eu malgré tout des aides qui ont essayé de compenser ces pertes. Plus d'un tiers des salariés ont été mis en chômage technique durant ces deux périodes. Et d'après ces chiffres, euh, ils n'ont pas vraiment été touchés de manière inégale entre hommes et femmes. La perte d'heures, bien sûr, certains ont travaillé, et la plupart même beaucoup moins, mais en moyenne, il y a eu des pertes d'heures de travail. Elles étaient plus importantes en mai 2020 et elles étaient moins importantes en mars 2021, mais plutôt similaires entre hommes et femmes. Donc, il n'y a pas eu de grande différence donc, sur ces trois dimensions. Il est important de souligner que les pertes que l'on a pu constater n'étaient pas liées au genre. Mais les femmes étaient toutefois beaucoup plus enclines à réduire leurs heures de travail en raison du travail domestique et de la charge pour pouvoir s'occuper des enfants, tout simplement. Et les femmes étaient plus flexibles dans leur travail et notamment lorsqu'elles avaient des enfants. Concernant le travail domestique, donc, nous avons ici les données avant la pandémie. Donc, en 2015, et à peu près 17 heures de travail domestique étaient dévolues aux femmes. Après la pandémie, les hommes travaillaient à peu près 13 heures et les femmes pas loin de 25 heures. Donc, il y a eu un écart qui s'est accru. Il n'y a plus de confinement. Comment les choses vont-elles évoluer? Est-ce que l'on va Il est très important de réfléchir sur les leçons et sur ce que les femmes et les hommes ont pu hériter de cette pandémie et de voir ce qui préexistait et qui a évolué. Et par exemple, on peut évoquer le télétravail. Et généralement, le marché du travail tend à adopter des modalités hybrides entre télétravail et travail en présentiel. Et les femmes ont tendance à demander beaucoup plus souvent de travailler de la maison. Donc la question, c'est que est-ce que le travail plus flexible les aide et font qu'elles s'occupent beaucoup plus des tâches domestiques? Je pense que c'est très important de l'évoquer. Est-ce qu'il y a une valeur liée à la présence au travail et de cette demande de plus grande flexibilité? Il y a eu également
des changements importants, notamment dans le fait de s'occuper des enfants. Il y a eu des changements assez intéressants. Donc, on va se demander plutôt qui s'occupe le plus des enfants au Royaume-Uni. Donc, à gauche, nous pouvons voir la situation avant la pandémie. Généralement, plus de la moitié des femmes s'occupaient des enfants et les hommes, moins de 3%. Durant la pandémie, la proportion de femmes était à peu près la même, mais celle des hommes a augmenté pour atteindre 17,5%. Donc ça, c'est un changement assez important. Même s'il reste une minorité. Il existe des données qui tendent à montrer qu'il y a eu une espèce de renversement de situation. Généralement parce que les hommes ont été, par exemple, victimes de chômage technique. Pourquoi est-ce important? Donc, cela montre que selon la culture et la vision que l'on a des hommes et des femmes vis-à-vis du travail avec les enfants, eh bien, on peut en déduire et créer des lois qui peuvent avoir des effets à long terme. Si on peut prendre un exemple, durant la mobilisation des hommes pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ce sont les femmes qui ont pris le relais. Et une fois la fin de la guerre déclarée, eh bien, on a constaté des évolutions sur le marché du travail parce que cette génération était habituée à voir des femmes travailler. Dans certains cas, cela a modifié également le congé parental. Certains pères ont demandé un congé et cela peut influer sur la durée du congé, du congé parental et de voir s'il peut augmenter. Voilà. Est-ce que cela va transformer le rôle des hommes et des femmes dans la société? C'est à voir. Merci. Merci beaucoup, Barbara Petrongolo. Alors, vous nous avez fait ce focus sur le marché du travail. Je vais passer la parole à présent à Clémentine Van Effanter. Vous êtes professeure d'économie à l'Université de Toronto et vous allez nous parler un peu des autres effets économiques qui ont pu se produire, que vous avez pu constater sur les femmes pendant et suite à la crise du Covid, avec un partage d'écran comme... Barbara Petrongolo. Voilà, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, Barbara l'a rappelé, la pandémie a eu un impact très important sur le marché du travail pour les femmes, au point qu'on a parlé notamment de she-cession, en contraste avec la recession de 2008 américaine qui avait affecté davantage les emplois masculinisés. Moi, je vais me concentrer sur les aspects hors marché du travail, donc dans le ménage, même si on sait évidemment que ces deux sphères interagissent. Le ménage qui a été une entité politique importante pendant la pandémie, on l'a vu avec toutes les mesures de confinement, et je vais aborder 3 dimensions. La question des modes de garde, mais également les disparités en matière de souffrance psychologique, et enfin terminer par la question des violences sexistes et intrafamiliales. Je vais faire un tour d'horizon de la recherche qui a été conduite dans le monde entier, tout en sachant que les données restent parcellaires du fait du manque de recul qu'on a par rapport à la pandémie et aussi au caractère multidimensionnel de cette crise. Donc, quelle était la situation pré-Covid en matière de mode de garde? Donc, j'ai recalculé un petit peu dans le même esprit que ce que Barbara a présenté, le temps qui était passé en termes de garde d'enfants
dans les ménages français entre hommes et femmes pour les parents d'enfants de moins de 12 ans. Donc ça, c'est hors week-end. On voit qu'avant la pandémie, les femmes avaient tendance à passer à peu près 80 minutes par jour à s'occuper des enfants. C'était environ 4 fois plus que les hommes. Et on voit que finalement, on est dans la moyenne européenne puisque nos collègues allemands, espagnols et britanniques ne faisaient pas vraiment mieux. Et comme beaucoup d'entre vous l'ont expérimenté, après le début de la pandémie, les couples ont dû prendre le relais et faire face à la fermeture des écoles en termes de garde d'enfants. Et ça a été finalement une occasion manquée pour un rattrapage des inégalités dans le partage des tâches, puisque la majorité des femmes qui vivaient avec des enfants ont consacré plus de 4 heures par jour à s'occuper de leurs enfants. C'est à peu près 26 points de pourcentage de plus que les hommes. Et ça a eu évidemment des impacts en matière d'activité professionnelle, puisque les mères ont été 2 fois plus nombreuses à renoncer à travailler pour s'occuper de leurs enfants que les hommes. Un renoncement au travail qui est particulièrement sévère dans le cadre des familles monoparentales, où on sait que dans la majorité des cas, c'est la mère qui est à la tête du foyer et qui a affecté environ 430 familles en France. Je voudrais maintenant parler de la question de l'impact psychologique de la pandémie. On a un certain nombre d'études, particulièrement dans les pays anglo-saxons, qui documentent des disparités considérables en termes de santé mentale. Donc, une étude anglaise qui a montré que les femmes avaient beaucoup plus de chances de montrer des signes de détresse psychologique, comme par exemple le fait de se sentir déprimée ou d'avoir eu des crises de panique. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les différences socio-économiques n'expliquent pas ces écarts femmes-hommes qu'on retrouve en fait dans tous les groupes socio-économiques. Et c'est également, d'après une étude très récente conduite en Inde, qui nous montre que c'est un phénomène global. C'est-à-dire que la santé mentale des femmes s'est dégradée également en Inde et elle est particulièrement liée à la question de l'insécurité alimentaire qui est plus marquée chez les femmes que chez les hommes. Une autre étude américaine qui nous montre que la détresse psychologique est plus importante pour les mères de jeunes enfants par rapport aux autres femmes, en particulier aux femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants plus âgés, ce qui donc fait le lien entre la question de l'impact psychologique de la pandémie et potentiellement la charge associée à la prise en charge des enfants à la maison. En lien avec cette question de l'impact psychologique, il y a la question de l'inquiétude face aux conséquences sanitaires et économiques de la pandémie. Il y a une étude qui a été conduite au tout début de la pandémie, en mars 2020, dans une dizaine de pays européens, qui a montré que les femmes étaient plus inquiètes vis-à-vis des conséquences sanitaires de la pandémie. Elles étaient davantage à considérer que le virus était un problème de santé sérieux que les hommes, et elles étaient également davantage inquiètes d'avoir et de transmettre le virus. Les femmes étaient également plus pessimistes en ce qui concerne l'impact économique de la pandémie. Quand on interroge en Angleterre les femmes sur ce qu'elles considèrent être le taux de chômage, comment elles peuvent le prévoir, elles déclarent des taux de chômage de près de 15% plus élevés que les hommes, donc elles ont tendance à être plus pessimistes sur la situation économique future. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en miroir ces chiffres sur la plus grande inquiétude face à l'inégalité face au virus, puisqu'on sait que les femmes représentent un peu plus de la moitié des individus affectés dans les pays européens. Et lorsqu'elles sont sur le marché du travail, du fait des emplois qu'elles occupent et des professions qu'elles ont, typiquement dans le métier du care, du service à la personne ou de la restauration, elles sont aussi plus susceptibles d'attraper le virus. Malgré tout, on sait depuis les études épidémiologiques que les taux de mortalité sont plus élevés pour les hommes que pour les femmes. Alors, je voudrais terminer par la question des violences intrafamiliales et des violences sexistes en général, dont on évalue finalement le coût économique qui est à hauteur de 1 à 4% du PIB mondial, d'après des évaluations pré-pandémie. On sait que les violences ont augmenté nettement. La prévalence de ce qu'on appelle les intimate partner violence, donc toutes les violences au sein du ménage. C'est un véritable fait mondial qu'on observe dans tout un ensemble de pays, et au point qu'on a cette expression the shadow pandemic pour décrire ce qui se passe. On a un grand nombre d'études à la fois aux États-Unis ou dans d'autres pays. En France, les données sont un petit peu plus parcellaires, mais on sait qu'il y a eu une augmentation, en tout cas en mars 2020, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, de l'ordre de 30%. Il y a aussi un certain nombre d'études qui montrent que le cyberharcèlement a augmenté, en particulier pendant le confinement. Et une étude très intéressante et dont la méthodologie est assez rigoureuse en Inde, qui montre que les violences domestiques ont particulièrement augmenté dans les villes qui ont mis en place des confinements très stricts.
et que les attitudes vis-à-vis des violences pré-pandémie ont un rapport avec la fréquence de ces violences pendant la pandémie et également avec le nombre de recours faits par les femmes. Et puis, bien évidemment, du fait de la pandémie, on a eu un moindre signalement de ces violences par des tiers des acteurs sociaux et un moindre recours aux soins dont on connaît encore mal aujourd'hui les conséquences à plus long terme. Donc, je voudrais terminer mon intervention pour rappeler que ce qui a été intéressant à travers la pandémie, c'est finalement le ménage, le foyer a émergé comme une entité clé des politiques publiques et qu'on a assez peu anticipé et su endiguer l'aggravation des inégalités de genre au sein du ménage avec l'arrivée de la pandémie. Et ça nous pousse finalement à nous interroger sur comment on peut repenser les politiques publiques pour corriger l'aggravation de ces inégalités dans le ménage dans des circonstances comme celle de la pandémie. Et le deuxième point, c'est que ce que je vous ai présenté, c'est finalement un peu la partie émergée de l'iceberg et qu'on sait encore très peu de choses sur les effets à long terme, à la fois sur la situation économique des femmes en matière de carrière, en matière de choix éducatifs, et également sur le bien-être des femmes à long terme, et qu'on aura donc besoin de plus de travaux dans le futur pour connaître quelles peuvent être les réponses en matière de politique publique appropriées. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clémentine Van Effanter. Alors, je vous propose d'écouter maintenant Isabelle Quénon. On va avoir ici le point de vue d'une praticienne, puisque vous êtes directrice des ressources humaines adjointes, en charge de la gestion des dirigeants, des rémunérations et des avantages sociaux chez Veolia, un gros groupe dont vous avez eu un poste d'observation probablement assez privilégié depuis le début de la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé chez vous et quelles ont été vos observations sur cette question des inégalités hommes-femmes ou pas? Merci Marie. C'est pas très facile d'intervenir après des intervenantes aussi éminentes que Clémentine et Barbara. Je vais essayer effectivement de vous donner une approche qui sera certainement moins scientifique, peut-être plus pragmatique et empirique d'observation. Et effectivement, Veolia, c'est une grande entreprise de services. Notre métier, c'est la gestion des déchets, la production, la distribution d'eau potable, la gestion des eaux usées, la production, la distribution d'énergie, donc ce qu'on appelle les utilities en bon français. Et effectivement, chez Veolia, ce ne sont pas des métiers qui sont prioritairement féminins. Pour vous donner une idée, on a à peu près un quart dans notre encadrement, on a à peu près un quart de femmes. C'est moins évidemment dans nos effectifs opérationnels. Et nos effectifs opérationnels sont la majorité de nos effectifs puisque nous sommes une entreprise de main-d'œuvre. Donc, chez nous, c'est 75% de… La première particularité, c'est ça. On est une entreprise très locale. Nos métiers ne peuvent pas se délocaliser. On est présent partout dans le monde et à 75%, on a des ouvriers, des techniciens. Donc, métiers dans lesquels les femmes sont minoritaires, mais ils sont tout de même présentes. On a… dans tous nos métiers, des techniciennes de réseau d'eau, des techniciennes de maintenance énergétique, des femmes qui travaillent en usine, chez le client, etc. Donc, vraiment, une entreprise de main-d'œuvre, c'est la caractéristique essentielle. Donc, pour être honnête, notre premier point de vigilance à nous, quand on est entré dans cette pandémie et surtout dans ce premier confinement, il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, le premier point de vigilance, c'était les égalités sociales plus que les égalités de genre, puisque on a, dans ce cadre, les confinements ont mis en lumière des écarts de situation très importants, c'est-à-dire d'un côté nos salariés de terrain, on va dire. Alors, ce n'est pas la première ligne, la première ligne, c'est les soignants, mais chez nous, c'est vraiment la deuxième ligne, c'est-à-dire, effectivement, il a fallu qu'on continue à travailler sur le terrain pour pouvoir, d'être un peu pragmatique, un petit peu peut-être vulgaire, mais il fallait continuer à ramasser les poubelles, il fallait continuer à faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans le robinet, il fallait continuer à assurer les services d'assainissement, etc., etc. Donc, c'est vraiment la deuxième ligne. Donc, on avait notre deuxième ligne, nos éboueurs, nos techniciens sur le réseau, etc., qui étaient présents au boulot normalement, pas de télétravail pour ces populations-là. Et puis, de l'autre côté, nos équipes de support qui, elles, avaient majoritairement basculé en télétravail, et ce, dans la plupart de nos géographies. Je pense évidemment à l'Europe, je pense à l'Asie, alors avec des calendriers un petit peu différents qui ont suivi les calendriers de la pandémie, mais en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout en Europe, en Italie, évidemment beaucoup.
etc., etc. Donc, notre premier gros point d'attention et de vigilance, ça a été plutôt là-dessus. C'est-à-dire, d'un côté, les personnes qui continuent à aller au travail tous les jours, y compris, si on s'en souvient, si on prend que l'exemple de la France, y compris dans les toutes premières semaines, il n'y avait pas plus de masques chez Veolia qu'il n'y en avait dans les autres activités. Hein. Donc, travail sur le terrain avec des EPI qui étaient pas complètement au niveau de ce qu'on aurait souhaité. Bon, et puis, le peu de stock qu'on avait était assez vite réquisitionné pour le personnel soignant. Donc pas de masque au début. Bon, évidemment, heureusement, ça s'est vite arrangé. Mais on a quand même constaté que nos équipes répondaient présentes sans difficulté. Et donc, notre premier point de vigilance, c'était ça. L'équilibre entre, et c'était un point de vigilance très fort au sortir du premier confinement, l'équilibre qu'on pouvait avoir entre le télétravail d'un côté et l'absence de le présentiel total, y compris pour les équipes fonctionnelles. Donc, ça explique sans doute pourquoi chez Veolia, on a sans doute fait partie des entreprises qui ont repris en présentiel, alors évidemment en présentiel partiel, hein, mais qui ont repris quand même avec une forme de présentiel dès le 12 mai de l'année 2020. Hein. On n'est pas resté en télétravail sur les fonctions support pendant des mois. Alors, ça, c'est la première observation que je voulais faire. La deuxième observation, c'est qu'on parle beaucoup de télétravail. Alors, moi, je suis personnellement assez opposée à ce qu'on parle de télétravail pour le confinement, parce que pour moi, ce n'est pas du télétravail pendant le confinement. Hein. Pour moi, le télétravail, c'est quelque chose de choisi. Et si vous interrogez les salariés, ils vont vous dire, bah oui, le télétravail, c'est a priori quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord avec notre patron. Donc, pendant le premier confinement, c'est un transfert forcé et qui plus est brutal du bureau à la maison. Je pense que ça rejoint pas mal des choses qui ont été dites par Barbara et Clémentine. Transfert forcé et brutal du bureau à la maison. Et j'insiste sur cette notion de forcé parce qu'on sait très bien, et les chercheuses qu'on a autour de la table savent très bien que le télétravail, ce n'est pas une modalité de travail qui convient spontanément à tout le monde, dans le même format, selon les mêmes modalités et de la même manière. Hein. Donc, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on a observé dans l'entreprise, c'est que les premiers grands perdants, c'est les parents, au sens large. Les parents de jeunes enfants, hein, les parents dont les enfants étaient à la maison et ne pouvaient pas aller à l'école. Et quand on dit les parents, on le sait, et ça a été dit, je pense, très très bien et mieux que moi par Clémentine et par Barbara, d'abord les mères qui ont assumé cette fameuse double charge. Je lisais ce week-end là, une statistique de l'INSEE qui disait que, hors pandémie, hein, les femmes en moyenne travailleraient 54 heures par semaine, dont 2 tiers de temps domestique non rémunéré. Et les hommes, 51 heures par semaine. Vous voyez, on n'est pas très loin hein, en termes de moyenne. Mais en revanche, pour les hommes, c'est 2 tiers de temps professionnel et rémunéré. Bon, je pense que c'est là qu'est toute la différence. Donc, les premières observations, les grandes perdantes, les mères, hein, avec cette espèce de tiraillement très difficile et de double charge qui a été, je rejoins ce qu'a dit Clémentine là-dessus, dont on a pu percevoir quelques mois après l'impact, peut-être pas long terme, mais moyen terme. Hein. On a observé pas mal dans les équipes allez, on va dire grosse fatigue, hein, pour ne pas dire autre chose, quelques mois après le déconfinement, chez notamment des jeunes mères, de très jeunes enfants multiples, qui avaient continué à assumer le boulot à la maison et en même temps l'école pour les enfants ou la garde des enfants, etc. Au-delà de ce qui a pu être observé pendant ce premier confinement, moi, il me semble que ce qui est très important au niveau d'une entreprise, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont été énoncés et qui relèvent, on va dire, plus d'aspects un peu sociétaux, un peu généraux, qui ne sont pas forcément à la main de l'entreprise. Donc, nous, ce sur quoi on a beaucoup réfléchi, c'est sur quoi est-ce que nous, on peut agir en tant qu'entreprise pour éviter que, justement, les femmes soient les grandes perdantes, hein, que cette crise, ce soit vraiment la she session, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense toujours aux paroles de Simone de Beauvoir, hein, qui a eu raison 50 ans avant nous. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Alors, on identifie, nous, plusieurs facteurs et plusieurs remèdes, mais qu'on peut peut-être regrouper en 2 grandes catégories. Il y a la catégorie que j'appelle la catégorie de l'autolimitation, c'est-à-dire les femmes qui se mettent en retrait d'elles-mêmes,
soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de pression à l'intérieur du couple, dont on a beaucoup parlé à l'instant avec Clémentine, la cellule familiale. Donc, c'est l'éternel conflit entre les devoirs de la maternité et les aspirations professionnelles. Bon, nous, on a beaucoup constaté ça, hein, effectivement, au sortir du premier confinement. Non, mais finalement, je vais renoncer à ma promo. Non, mais finalement, je vais me mettre au 4/5e ou au 2/3. Finalement, je vais carrément arrêter de travailler parce qu'on ne s'en sort pas. Et puis, on a bien vu à quel point c'était bon, voilà. J'appelle ça auto-limitation. Évidemment, c'est un terme qui est complètement factice, hein, mais tout ce qui relève de ce conflit de loyauté entre la famille et les aspirations professionnelles. Bon, là, je pense que dans les entreprises, on a quand même des choses à faire, me semble-t-il, là-dessus. Des choses qui relèvent autant du management, c'est-à-dire l'écoute qu'on est capable d'avoir sur les difficultés, les souplesses qu'on est capable de donner dans les organisations aussi. Je pense que c'est un point très important d'ailleurs entre nous, pas seulement pour les femmes, hein. Je pense que plus on avance de génération en génération, et plus on voit que ces aspirations, elles peuvent être partagées. Donc, à nous de continuer les actions existantes. Ça peut être du coaching. Il faut aussi mettre en place des processus de mentorat pour accompagner ces femmes. Et puis, je pense que la notion de rôle modèle, hein, c'est pas très français, est très, très importante, c'est-à-dire montrer qu'effectivement, c'est possible, qu'on n'a pas forcément à faire un choix cornélien et absolu entre d'un côté la carrière et de l'autre le soin de la famille. Voilà, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut être un peu élastique et puis surtout lutter contre les préjugés. Le deuxième champ, c'est bien veiller à ce que les femmes ne soient pas oubliées dans ces processus-là, parce que c'est exactement ce que disait de Beauvoir. Finalement, quand on connaît une crise, là, qu'est-ce qu'on fait au sortir de la crise? On part au plus pressé, on va faire les choses les plus urgentes, ce qui nous semble les plus importantes, et on a tendance à laisser un petit peu de côté les sujets qui peuvent paraître annexes. Or, la question de la mixité, on sait très bien, c'est un sujet qui, s'il n'avance pas, recule drastiquement, hein. Ça ne fait pas du surplace, en fait, hein. C'est dans les entreprises qu'on constate, c'est que soit ça avance, soit ça recule, et ça recule toujours plus vite que ça n'avance. Donc, je dirais, il faut mettre encore plus les bouchées doubles, le paquet, si vous me permettez l'expression, et être très, très volontariste sur toutes les actions, que ce soit des actions en termes de chemin de carrière, d'aménagement du temps de travail, et puis surtout de prise de conscience du management. Je pense que c'est un point complètement essentiel, parce que n'oublions pas que dans nos entreprises aujourd'hui, on n'a qu'à regarder la physionomie des entreprises. Je prends l'exemple de la France, mais c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Les postes de management et de top management sont quand même bien souvent tenus par des hommes. Et donc, il y a tout un travail de sensibilisation et d'accompagnement et de formation à faire pour qu'à leur tour, les managers puissent accompagner ce mouvement. Merci beaucoup Isabelle Quénon, merci pour ce témoignage de terrain. Et je passe donc maintenant la parole à Emmanuelle Santelli. Vous êtes directrice de recherche CNRS Centre Max Weber à l'Université de Lyon. Et vous avez mené, vous, une enquête qualitative auprès de couples à l'occasion du premier confinement. Voilà, vous allez nous dire un peu ce que vous avez pu entendre et recueillir comme information, là aussi, de terrain, avec un regard sans doute très sociologique. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Oui, en effet, je vais prendre quelques secondes pour présenter le cadre de l'enquête. Au départ, je ne pensais pas du tout Je travaille sur le couple depuis quelques années et je ne pensais pas du tout faire un travail sur le couple à l'heure du confinement. On ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. J'ai été sollicitée par plusieurs journalistes et donc petit à petit, l'idée a fait son chemin. Et surtout, ce que j'avais fait ces dernières années, c'est que j'avais réalisé 2 enquêtes, l'une sur la question de la formation des jeunes couples, l'autre sur la sexualité conjugale. Et donc, j'avais à disposition, entre guillemets, 2 corpus assez récents de gens qui avaient accepté de participer à mon enquête. Et donc, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai recontacté ces 50-60 personnes pour leur demander si elles accepteraient
donc j'ai fait l'enquête après le confinement. J'ai fait les premiers entretiens en juin, si elles accepteraient de me raconter, de me faire part de ce vécu, comment elles avaient vécu cette situation inédite sur un plan à la fois personnel, conjugal, familial et professionnel. Donc 20 ont répondu présentes à mon appel et j'en ai rencontré une dizaine de plus. Donc au total, j'ai un peu plus de 30 entretiens, ce qui correspond à 28 couples, puisque dans 2 cas, les 2 conjoints ont participé à l'enquête. Ce sont des personnes qui sont plutôt jeunes, qui ont en moyenne un peu moins de 35 ans, puisque ça découle des enquêtes précédentes qui portaient sur la formation des jeunes couples. Ce sont des couples qui sont pour la grande majorité dans leur premier couple stable. 10 d'entre eux n'avaient pas d'enfants au moment où je les ai donc interviewés et 18 étaient des couples avec des enfants âgés de quelques mois à 15 ans, dont 13 avaient des enfants exclusivement de moins de 10 ans. Donc, on était quand même plutôt sur des enfants jeunes pour la grande majorité de ceux qui avaient des enfants. Donc, voilà, ça me paraissait important de donner les conditions du travail. Et ensuite, dernière chose, 3 grands thèmes ont été enquêtés. C'est les conditions matérielles du confinement. Donc, aussi bien sur la question de la surface du logement, la manière dont c'est organisé justement le travail forcé à la maison, comme vous le disiez Isabelle, etc. La question du vécu, comment ça a été vécu sur un plan personnel, conjugal, familial et professionnel, en distinguant bien les 3 et ce qui a été particulièrement bien vécu, s'il y a des choses qui ont été particulièrement bien vécues, ce qui était le cas, et aussi ce qui avait été particulièrement mal vécu. Et puis enfin, un 3e grand thème, c'est les modifications dans la vie de ces personnes, quels que soient ces domaines personnels, conjugal, familial ou professionnel, que ce confinement, que cette situation a pu provoquer. Par exemple, en termes de mode de consommation, certains ont pris conscience qu'il fallait peut-être consommer différemment, etc. Et donc, finalement, il y a beaucoup de choses dans ce que j'ai eu comme matériaux qui tournaient autour de la question, du réaménagement du logement pour faire face à cette situation et aussi toutes ces questions de qu'est-ce qui a manqué pendant cette période, qu'est-ce qu'on avait hâte de retrouver ou au contraire, dont on s'est aperçu qu'on pouvait vivre autrement. Donc, au final, j'ai eu plus de matériaux sur ces aspects-là que sur la question du couple, puisque les gens étaient, je crois, un peu dans un état de sidération. Et pour les couples pour qui ça se passait, il y avait un peu des tensions, ce dont je savais, puisque j'avais fait déjà des entretiens avec eux. Finalement, j'ai l'impression que tous m'ont dit, on a compris que ça allait être compliqué, cette période, et on a chacun, je crois, fait un effort pour essayer d'apaiser. Alors, c'est pour ça que j'ai insisté sur la manière dont j'ai rencontré les personnes. C'est comme j'ai proposé à des gens qui avaient déjà participé à mon enquête d'éventuellement revenir vers moi, toutes les situations qu'il y a pu avoir, parce qu'effectivement, vous l'avez évoqué dans vos premières présentations, les situations de violence, j'imagine que si des femmes étaient dans cette situation, elles ne sont pas portées volontaires pour participer à l'entretien. Donc, du coup, moi, je n'ai pas des situations, j'en ai dire, extrêmes, typiquement des situations de violence. Même si, effectivement, j'ai posé la question s'il y avait des situations de violence et on pourra y revenir. Mais en tout cas, voilà comment ce travail a été fait. Et donc, ce que je voulais dire principalement, et ce qui rejoint évidemment des éléments qui ont été abordés précédemment, c'est que les couples rencontrés ont été tous des couples de double actif. Les femmes étaient plus souvent en situation de télétravail que leurs conjoints. Et toutes ont dit qu'effectivement, elles se sont retrouvées dans l'impossibilité de travailler comme elles travaillaient habituellement. Et elles n'ont pas pu travailler comme elles le souhaitaient en raison justement de cette pression domestique qui s'est exercée sur elles. Mais ce qu'il faut bien dire, cela ne concerne pas toutes les femmes. Cela concerne les femmes qui avaient des enfants en bas âge, et dans ce cas, un seul suffit. Ou alors, quand il y avait plusieurs enfants, l'âge des enfants compte évidemment, mais c'est surtout le nombre qui va être discriminant. Parce que dans mon corpus, clairement, les femmes qui étaient en couple sans enfants n'ont pas mal vécu cette période. En tout cas, elles l'ont vécu comme les hommes. Certains l'ont mal vécu, d'autres l'ont bien vécu, mais ça n'avait rien à voir, ça n'était pas en lien avec la question de la surcharge du travail domestique. Certaines l'ont donc plutôt vu comme une parenthèse enchantée. L'une d'elles nous dira, par exemple, je me sentais même un peu coupable de profiter de cette période. Ça ne nous a vraiment pas changé au niveau du couple, à part peut-être en mieux. Donc, il en va par contre évidemment très différemment pour les mères de famille. Plusieurs ont évoqué le fait que cette situation leur faisait penser aux femmes des années 50. Et donc, toutes ces femmes ont vraiment insisté sur le fait qu'elles ne pensaient pas un jour vivre cette situation,
où du jour au lendemain, elles se sont retrouvées à devoir s'acquitter de la grande partie des tâches domestiques et éducatives. Et aussi, ce qui était dur, c'est qu'il y avait cette dimension de devoir s'acquitter de ces tâches, mais aussi de se rendre compte qu'elles ne pouvaient plus se réaliser dans leur carrière professionnelle. C'est-à-dire, même quel que soit l'emploi, c'est l'idée de partir le matin, de retrouver les collègues, d'avoir ses activités, d'avoir des projets, etc. Et dans laquelle le travail occupe une large place, quoi. Et donc, ces femmes vraiment avaient l'impression d'un retour au foyer. Donc, ce qui montre que quand les femmes qui ont des enfants, donc les mères, sont à la maison, elles passent évidemment beaucoup plus de temps que leurs conjoints. Donc là, vous l'avez déjà largement évoqué, je ne vais pas y revenir là-dessus. Mais ce qui me semble important de dire, c'est qu'en fait, cette période de confinement démontre que si les couples ont, en temps ordinaire, un fonctionnement globalement plus égalitaire que par le passé, parce que ça, je crois qu'on doit aussi quand même pouvoir affirmer que globalement, il y a quand même un fonctionnement qui est plus égalitaire en tout cas moins inégalitaire que par le passé, c'est parce que les femmes occupent un emploi et surtout parce qu'elles l'exercent en dehors du logement. Ce qui voudrait dire que nous ne sommes pas parvenus à un fonctionnement plus égalitaire au sein des couples parce qu'il y aurait une prise de conscience que le travail domestique et parental doit être pris en charge par les deux adultes occupant le foyer, mais bien parce que ces deux membres du couple travaillent tous deux en dehors de l'espace domestique. En d'autres termes, en temps ordinaire, le travail, en provoquant la sortie de la sphère familiale des mères, contraint finalement les pères à une organisation plus égalitaire. Encore une fois, je sais pertinemment qu'elle n'est pas égalitaire, mais en tout cas, elle est plus égalitaire que lorsqu'on compare sur un certain nombre de décennies. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, finalement, on remarque le maintien de la charge de ce qu'on appelle la charge mentale, puisque les femmes, en quittant le domicile le matin et en ne rentrant que le soir, continuent de gérer à distance, à anticiper, à déléguer, ce qu'elles ne font pas du fait de l'exercice de leur emploi à l'extérieur du logement et qui semble néanmoins attendu d'elles. Donc, je trouve que ce résultat nous invite, et je rejoins ici ce qu'avait dit Clémentine juste avant, à questionner le discours public tenu à propos de l'égalité femmes-hommes, laissant à penser que le projet politique d'une égalité réelle serait en bonne voie, comme si cette situation ne ferait que s'améliorer. Et vous avez eu raison, vous aussi, Isabelle, de mentionner Simone de Beauvoir, qui avait alerté sur le fait qu'en situation de crise, il fallait prendre garde à ce que pourrait être la situation des femmes. Donc, le confinement nous a bien démontré effectivement le contraire. Et depuis, j'ai vu que le secrétaire général des Nations Unies avait dit en mars 2021, les répercussions de la pandémie ont montré à quel point l'inégalité entre les sexes reste profondément ancrée dans les systèmes politiques, socio-économiques. Et donc, cela invite, vous l'avez dit précédemment, l'ensemble de la société à remettre sur le métier cette question: comment lutter contre les inégalités entre les sexes? Donc, je vais peut-être m'arrêter là et je vous laisse. Merci beaucoup, Emmanuelle Santelli. Merci à toutes les quatre pour ce panorama très large et du coup très nuancé. On a pu voir la big picture et puis des nuances ici ou là. Dans ce deuxième temps là, de parole, j'aimerais vous laisser un peu le micro en expression libre, peut-être pour vous entendre l'une ou l'autre. Est-ce que vous avez des choses qui vous ont frappé, renforcé dans une conviction, dans ce que vous avez entendu les unes et les autres? Alors, on est à distance, donc c'est pas forcément évident, mais si vous pouvez même lever le doigt, même physiquement, si l'une ou l'autre veut souligner ce qui aura été dit par l'autre intervenante. Est-ce que... alors, Emmanuelle Santelli, elle a pu réagir un peu à l'ensemble des trois précédentes. Est-ce que vous avez des remarques alors, Emmanuelle Santelli, allez-y. Oui, non, c'est juste pour dire qu'effectivement, moi, je trouve que voilà, nos quatre interventions étaient très concordantes, très voilà, montraient vraiment les mêmes choses et sur cette importance, comme le rappelait Isabelle, d'être très volontariste sur les actions à mener, sans quoi la situation va se détériorer, et ce qui fait aussi référence à tous les éléments statistiques qui ont été présentés lors des deux premières présentations de Barbara et Clémentine. Peut-être que voilà, si j'avais une question, c'est
voilà, au niveau des entreprises, est-ce que vous sentez qu'il y a des discussions sur ces aspects, que voilà, la mesure a été prise et que des choses pourront se faire, ou est-ce que voilà, par des décisions politiques, est-ce qu'on a déjà des prémices, est-ce qu'on perçoit des prémices de ce qui pourrait être engagé, ou est-ce qu'au contraire, il faut justement être vigilante parce qu'on ne sait pas comment, est-ce que ça ne risque pas de provoquer, comme vous le rappeliez, des inégalités qui pourraient se creuser? Alors, je vais répondre pour ce que je connais, hein, c'est-à-dire pour ma boîte, et puis après, je vous donnerai un avis un peu plus général. Je pense fondamentalement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est un sujet… Alors, du coup, on peut parler d'égalité des chances un peu globalement, hein, parce que ce qu'on dit pour la mixité homme-femme est vrai aussi pour d'autres champs de l'égalité des chances. Ce sont des sujets sur lesquels, comme ce sont des sujets qui sont très marqués par les habitudes, par la culture, par les représentations, etc., à défaut d'une volonté politique forte, je pense que les choses mettent des décennies à bouger. Donc, moi, je fais partie d'une entreprise, je reviens sur l'égalité homme-femme, dans lesquelles des engagements forts ont été pris par notre PDG dans le cadre de l'établissement de notre raison. On était la première entreprise à raison d'être française. On a élaboré un certain nombre d'engagements et un de ces engagements touche directement le sujet qu'on est en train de discuter. Donc, c'est clair, pour ce que je vois chez nous, il n'y aura pas de régression. Au contraire, il y a même plutôt la surmultipliée, si vous me permettez l'expression un peu familière, qui est mise depuis maintenant 2 ans, avec tout un tas d'actions qui sont suivies dans le temps. Hein. Chez nous, vous voyez, pour vous donner un exemple, il n'y a pas un COMEX dans lequel le sujet du plafond de verre, c'est-à-dire du nombre de femmes qui accèdent au groupe dirigeant, n'est pas évoqué. Hein. C'est à l'ordre du jour de tous les COMEX. Et on a tout un tas de KPI, enfin pas tant que ça d'ailleurs, non, il n'en faut pas tant que ça, mais en tout cas des KPI que l'on suit, des actions que l'on met en œuvre et que l'on évalue régulièrement, donc c'est un sujet qui est très suivi. Donc pour ma part, je dirais que voilà, la pandémie donne une occasion d'avoir encore plus de vigilance, mais ne ralentira en aucun cas cette volonté, au contraire, la rendra encore plus prégnante et importante. Alors, pardon Isabelle Quénon, je profite que vous avez le micro pour me faire déjà l'écho d'une question. Est-ce que vous avez des chiffres sur les modifications de comportement des femmes et des hommes à la sortie du premier confinement? Exemple, renoncement à une promotion, passage à un 4/5e. Est-ce que… Non, on n'a pas de chiffres. On a comme je le disais tout à l'heure, on ne l'a pas calculé parce que tout simplement, voilà, on a estimé qu'on avait des trucs vachement plus urgents à faire au sortir de la pandémie. En revanche, on a des exemples et on a un réseau de DRH qui observe des choses. Donc, ce dont on s'est rendu compte, parce qu'on échange entre nous, on fait plutôt de l'échange de bonnes pratiques là-dessus, c'est que… comment est-ce que je pourrais formuler ça ? Il avait fallu rattraper, entre guillemets, certaines femmes qui, au sortir de la pandémie, on a très peu d'hommes qui, au sortir de la pandémie, nous ont dit… Alors, en fait, c'est assez… Bon, je vais reprendre les choses. Quand on est sorti de la pandémie, au niveau des RH, on s'est dit, on va avoir plein de gens qui vont venir nous voir pour nous dire, je veux changer de vie. Finalement, cette crise m'a éclairée, je vais aller vivre à la campagne, je vais me rapprocher de mes racines, je veux complètement changer de vie. On pensait que ça allait être un phénomène, alors quand je dis plein de gens, pas la majorité évidemment, hein, tout le monde a besoin de vivre, voilà. Mais on s'est dit, bon, il va y avoir un phénomène de cette nature-là. En fait, il y a eu très peu ce phénomène-là, vraiment très peu. Et on a observé très peu de phénomènes, y compris de gens qui nous disaient, bah, moi maintenant je veux passer en full télétravail parce que je vais m'installer à la campagne, loin de mon domicile, loin de mon lieu de travail, etc. Ça a été vraiment marginal. En revanche, on a eu plusieurs exemples de femmes qui nous disaient, bah, moi je vais prendre un temps partiel parce que finalement je me suis rendu compte à la lueur de ce confinement que le suivi, je donne un exemple, hein, le suivi des devoirs des enfants exigeait quand même une présence beaucoup plus importante. Et donc voilà, j'ai bien réfléchi et je décide de splitter mon temps de cette manière-là. Et on se rend compte finalement quand on a des retours de cette nature que c'est important, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la formation des managers et l'accompagnement des managers,
d'avoir une vraie discussion là-dessus, autour de, bon, d'abord de ne pas balayer les deux attitudes terribles à avoir, c'est soit de balayer d'un revers de la main en disant non mais n'importe quoi, mais quelle idée, ou alors de dire oh, bah, ok, pas de problème, voilà. Ça nécessite d'avoir une discussion parce que je crois que c'est Emmanuel ou Clémentine, je ne sais plus tout à l'heure, qui disait que finalement, ce qui avait manqué aussi à tout un tas de salariés, mais notamment aux femmes, c'est ce lien social, c'est cette nécessité de se rendre le matin au bureau, d'avoir des échanges, etc. Qu'elle s'était retrouvée finalement dans une sorte d'isolement. Et donc, si on n'attrape pas le sujet au moment où il est exprimé pour justement avoir une vraie discussion, bon, bah, ok, alors tu me dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi, sans rentrer non plus dans des détails, si la personne n'a pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce qu'il y aurait des moyens que, par exemple, on puisse discuter un petit peu de ton organisation personnelle pour te permettre de faire ça, sans pour autant que tu renonces à une partie de ton temps de travail, qu'on s'organise différemment, que tu puisses éventuellement avoir des outils à distance, etc., etc. Donc, on s'est rendu compte que c'était quand même nécessaire. Donc, non, je n'ai pas de chiffres, mais en revanche, il y a eu quand même une petite tendance, sans qu'elle soit majoritaire, qui a été observée de cette nature-là. Et l'autre tendance, et là, c'est plus marginal, mais moi, ça m'a beaucoup frappé parce que c'était brutal. Et puis, on a eu quelques exemples, et moi, j'en ai eu un dans mon équipe, dans mon équipe immédiate, dans mon équipe presque immédiate, quelqu'un qui était mon N-2, qui a totalement eu, on va dire, les effets collatéraux à moyen terme, c'est-à-dire qui s'est tapé le confinement avec 3 enfants très jeunes et qui a vécu l'enfer pendant le confinement, qui est arrivé à un état d'épuisement important, qui a mis un peu la soupape par-dessus et qui, quelques mois après, a souhaité carrément arrêter son activité. Voilà. Et avec un état de fatigue extrême pour lequel il n'a pas été possible de la faire changer d'avis parce qu'il fallait, c'était juste pour elle une question de survie. Voilà, donc on a eu aussi ce phénomène-là. Hein. Il y a eu un phénomène d'épuisement. Y compris chez les hommes. Pas négligé, chez les hommes et chez les femmes, pour être honnête. Je pense que le confinement a été difficile pour tout un tas de salariés, hein, mais qui pouvait aboutir à vraiment des impacts psychologiques importants, à retardement, hein, en quelque sorte. D'accord, merci beaucoup. Alors, je relais à Barbara Pietrangolo, allez-y, avec le micro. Thank you. If I can ask a question, so I was listening to Isabelle. Isabelle, your perspective. J'ai une question. Quel serait votre point de vue votre point de vue en tout cas du côté des ressources humaines est très intéressant pour nous parce que vous savez, nous, ce sont des informations que nous recherchons, qui nous intéressent énormément. Donc vraiment, merci beaucoup. Mais j'aimerais vous poser la question suivante. Vous avez remarqué qu'au retour du travail après la pandémie, les hommes et les femmes avaient abordé la chose différemment. Certains souhaitaient avoir davantage de temps, télétravailler ou travailler en temps partiel. Mais d'un point de vue de la gestion, du management et des ressources humaines, tout d'abord, disons qu'il y a l'attachement de certains employés au temps complet ou au temps partiel. Et quelle importance accordez-vous aussi à la présence physique par rapport au télétravail? Donc, je dirais que la question clé, c'est si les femmes et les hommes ont différentes demandes en termes de flexibilité, que pouvons-nous attendre pour ce qui est de l'impact en fait sur leur carrière? Alors, avant de répondre à cette question, je dirais que c'est intéressant aussi pour nous, aux ressources humaines, donc d'avoir votre retour. Donc, je vais revenir en français maintenant. Je disais à Barbara que j'étais aussi très intéressée par les retours des chercheurs parce que ça nous éclaire beaucoup. Alors, pour répondre à votre question, le temps partiel versus temps complet, je ne suis pas capable de répondre à la question en tant que telle parce qu'on l'a pas vraiment. La norme est tellement le temps complet que c'est très difficile de répondre à cette question sans avoir un petit peu plus de pratique en fait. Ce qu'on constate dans la pratique quand même, c'est que le temps partiel, c'est souvent un temps partiel qui est plutôt subi par les femmes, soit parce que le job est lui-même. Alors, ce n'est pas le cas dans mon industrie, mais soit parce que le job est lui-même un temps partiel. On sait que
Par exemple, dans la grande distribution, on a beaucoup de temps partiel subi par les femmes, beaucoup plus que du temps partiel choisi. Et ce que je constate dans l'entreprise, c'est quand on a du temps partiel prétendument choisi, c'est-à-dire par exemple le congé parental, on est le parfait exemple. Donc on peut prendre après la naissance d'un enfant un congé parental. Bon, ben, c'est 100% de femmes, hein, le congé parental. Hein. Il n'y a pas d'hommes qui reviennent en vous disant bah, maintenant j'ai un enfant, je vais passer à 4/5e, hein, parce que j'ai besoin de m'occuper de mon enfant un jour par semaine. Pour l'instant, c'est 100% de femmes. Donc là, ça renvoie sans doute à des considérations sociologiques qui me dépassent largement et sur lesquelles vous avez beaucoup plus, je pense, de lecture que moi. Sur la question présentielle, télétravail, alors, mon entreprise, l'entreprise dans laquelle je travaille, a une approche du sujet qui est très marquée, comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, par la spécificité de la structure de nos effectifs. Vous voyez, par exemple, on est très différent d'une banque. Dans une banque, bon, moi, j'ai pas mal d'amis qui travaillent dans la banque, qui sont en full télétravail depuis presque 2 ans. Nous, on a beaucoup de gens chez nous qui sont sur le terrain. Et on ne voulait pas faire des différences énormes entre les gens qui sont dans les bureaux et les gens qui sont sur le terrain. Donc, dès le premier confinement, on a dit il faut revenir au travail. Pas 5 jours par semaine, bien évidemment, parce qu'il y avait les normes sanitaires, il fallait faire des rotations, etc. Mais ça nous a paru très important. Et à cette époque-là, je vous livre une petite anecdote. Donc, au mois de mai 2020, on a des organisations syndicales qui sont venues nous voir pour nous dire mais rendez-vous compte, il y a beaucoup de gens qui ont envie de rester en full télétravail 5 jours par semaine. Et on a dit ah bon, mais on va voir, hein, on va de toute façon, moi j'ai l'intime conviction que le télétravail c'est quelque chose dans un monde parfait qui devrait être complètement individualisé. Parce que dépend beaucoup de la façon de travailler de la personne. Vous avez des personnes qui ne seront jamais à l'aise en télétravail et des personnes qui sont parfaitement à l'aise pour faire beaucoup de télétravail et ce, à poste égal. Hein, parce qu'on dit beaucoup, on a beaucoup tendance à dire « Ah, ça dépend du poste ». Bon, oui, bien sûr, ça dépend du poste, mais ça dépend aussi de la personne. Ça dépend aussi de la personne, de son équilibre personnel, de sa capacité d'autonomie, de tout un tas de facteurs. Donc, dans un monde chimiquement pur, on devrait pouvoir se dire bah, ce truc-là est vraiment individualisé. C'est un petit peu difficile dans les faits parce qu'il faut quand même des règles hein, dans une entreprise et il faut que les règles paraissent équitables pour tous. Mais bref, on s'est dit, on va voir. Et puis, ce dont on s'est rendu compte très vite au mois de mai 2020, c'est qu'il y a très peu de gens, mais vraiment très peu, qui ne voulaient pas revenir au travail. Tout le monde voulait revenir, alors un petit peu, beaucoup, passionnément, ou pas du tout, mais on avait dans l'ensemble plutôt des gens qui voulaient revenir. Donc, ma vision a un petit peu évolué, si vous voulez, au fur et à mesure de l'année 2020. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction qu'il faut garder absolument, contre vents et marées, une dose de présentiel qui soit significative. Parce que je me rends compte que les gens qui sont restés entièrement en télétravail, et pour tout vous dire, j'ai à titre personnel une expérience de DRH opérationnel il y a à peu près 15 ans, on avait fait une expérimentation de télétravail. On s'est rendu compte que les gens qui restaient en full télétravail pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, perdaient un élément essentiel d'un point de vue professionnel, évidemment, parce que les relations dans le quotidien font que beaucoup d'informations passent dans l'informel et quand vous n'êtes pas du tout présent au bureau, vous ratez toute une partie de ces relations-là et donc de ces informations, mais qu'également la dimension de lien social était totalement essentielle pour la bonne santé mentale de tout un chacun. Alors vous savez, j'ai une amie qui a été DRH pendant des années, qui est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, qui m'a résumé ça un jour avec la phrase suivante. Alors, je suis désolée, elle est un peu au ras des pâquerettes, mais je trouve qu'elle exprime bien. Et elle dit, au fond, si on est salarié sans avoir aucun des avantages du salarié, c'est-à-dire échanger avec ses collègues, pouvoir challenger ses projets,
aller à la machine à café, partager un repas à la cantine, dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'être salarié? Et je trouve que ça résume bien cette affaire-là de façon un peu pragmatique, pardonnez-moi. Mais je pense que la question du lien social a été très sous-estimée quand on a finalement imaginé que le télétravail allait être la réponse à beaucoup de choses. Une fois ce télétravail forcé du premier confinement passé, on a beaucoup élaboré et en tant que professionnel RH, vous savez, on a toujours beaucoup de consultants qui viennent nous donner des tas de conseils dans tous les domaines. Donc, au sortir du premier confinement, c'était le télétravail, c'était génial, ça va vraiment nous sauver de plein de choses. Bon, ça nous expose également à beaucoup de risques pour notre personnel. Alors, je profite, merci beaucoup Isabelle Quénon, je rebondis sur cette question du télétravail que vous avez tout évoqué hein, d'une manière ou d'une autre, et je me fais la porte-parole d'une question pour Emmanuel Santelli. Vous dites que les femmes étaient plus souvent en télétravail que les hommes dans votre échantillon. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, oui, ce que je n'ai pas pris le temps de dire, c'est plutôt les personnes que j'ai rencontrées sont plutôt des classes moyennes supérieures. Et donc, dans ces couples-là, alors tous les hommes qui avaient des emplois de cadre étaient clairement en télétravail, ça c'est sûr. Mais il y avait une partie des hommes qui avaient des emplois, on va dire, qui appartiennent à ce qu'on appelle les professions intermédiaires, des techniciens, des gens et donc qui, eux, ont dû aller travailler dans leur entreprise. Donc c'est le fait voilà, que ce sont des personnes qui appartiennent plus à des emplois de profession intermédiaires, je pense qu'il explique une partie des hommes voilà, qui avaient des emplois qui, eux, soit étaient soit sur le travail, soit en chômage partiel, pardon. Et en tout cas, donc, il y avait... en tout cas, c'est clair que quand je fais le listing, je liste la situation. Et malgré tout, y compris dans ces situations où la femme était en télétravail, donc avec une obligation de production, et le conjoint, par exemple, en chômage partiel, y compris dans ce cas de figure, j'ai plusieurs exemples en tête, elle s'occupait plus, là j'ai un cas en tête d'un couple qui a un enfant de 2 ou 3 ans, c'est elle qui malgré tout s'occupait plus de l'enfant, et lui affirmant clairement, parce que c'est un des entretiens où j'ai fait l'entretien avec elle et avec lui, et lui affirmant clairement que bah oui, lui, il avait besoin de temps. Il avait besoin de temps pour lui, pendant lequel il regardait des séries, il avait besoin de lire. Voilà quoi, il a affirmé clairement que bah, s'occuper d'un enfant toute la journée, c'est quand même un peu... c'est pas très agréable, quoi. Alors, je rebondis du coup sur ce que vous dites et pour donner peut-être la parole aussi à Clémentine Van Effanter et à plusieurs qui avaient souligné le rôle des pouvoirs publics. Et qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics dans la mesure où là, on commence à toucher à des questions intimes, hein, finalement, de qui s'occupe de l'enfant, comment les pouvoirs publics peuvent au moins orienter des prises de décision ou rééquilibrer des choses. Je ne sais pas si c'est vraiment possible, ou en tout cas, quel est le type de mesure qui pourrait inciter à mieux répartir les choses sans non plus régenter l'intimité d'un couple, puisque de toute façon, ce n'est pas vraiment possible. Les unes et les autres sur cette question. Peut-être je peux à la fois répondre et puis poser une question aussi à Isabelle Quénon. On a toutes beaucoup de questions à vous poser sur effectivement, on voit souvent les pouvoirs publics et les entreprises se renvoyer la balle sur la question de l'égalité professionnelle. Et donc, c'est intéressant de voir que, effectivement, nous, ce qu'on a constaté en tant que chercheurs au moment du début de la pandémie, c'est que finalement, on a renvoyé les familles gérer l'école à la maison en précipitant des dispositifs un peu ad hoc et sans qu'il y ait beaucoup de choses qui soient coordonnées parce que tout le monde a été un peu pris de court, mais c'est quand même assez fou de voir que beaucoup de familles se sont retrouvées à devoir s'improviser prof à la maison. Donc, on sait que évidemment, ça a dans beaucoup de cas été la responsabilité des femmes. Et donc, ça nous interroge quand même sur qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire dans des situations comme ça pour essayer de faciliter pour les familles, avec évidemment tous les enjeux d'inégalité aussi sociale qui ont été renforcés à travers ça. Et une chose qu'on entend beaucoup, alors ça fait lien avec la question du congé parental dont Isabelle Quénon a parlé, c'est souvent la justification pour le moindre investissement des hommes, par exemple, le fait qu'ils ne choisissent pas ça, c'est que c'est mal vu.
Et donc, on sait que les normes de genre, elles mettent du temps à évoluer, qu'il y a des dispositifs dans d'autres pays, comme par exemple le fait de faire en sorte que le congé parental soit partagé, soit perdu, qui a pour vraiment créer des incitations suffisamment fortes pour que les pères s'en saisissent. Mais je me demandais si au sein de vos entreprises, est-ce que vous avez pensé à cette question des normes, les normes par exemple liées au présentisme, qui est un peu une spécialité française, mais plus généralement, voilà, comment on fait en sorte pour que ce soit plus mal vu, soit d'alterner entre la présence au travail et évidemment un peu de télétravail, pas forcément du 100%, mais un peu de télétravail, ou d'encourager voilà, dans vos pratiques managériales le fait qu'il y a un partage peut-être plus égal aussi dans les foyers, puisque les pouvoirs publics ont tendance à se retourner vers les entreprises en disant ça vient des entreprises. Donc, voilà. Alors, c'est vrai, ce petit échange de balles, il est assez classique. Bon, moi, je crois fondamentalement qu'on n'a pas à trop s'insérer, nous, les entreprises, dans ce qui se passe dans la sphère privée. Une fois que ça c'est dit, il me semble qu'il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Le premier élément de réponse, c'est qu'il me semble que les temps changent quand même violemment et que les temps changent violemment tout simplement du fait de l'arrivée des nouvelles générations au travail. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors j'espère que dans 20 ans, on remontrera les chiffres des enquêtes qu'on est en train de faire maintenant, on se dira que les choses ont évolué quand même violemment. Mais quand aujourd'hui vous recrutez un jeune cadre, par exemple, que ce soit un homme ou une femme, la question de l'équilibre du work-life balance, comme on dit en bon français, elle arrive systématiquement dans l'entretien, hein, homme ou femme. Homme ou femme. Et comme vous disiez, c'est hyper français, hein, le présentéisme. Sincèrement, moi, je retrouve ça dans aucune des géographies. Le groupe est présent partout. Je retrouve ça dans aucune des géographies du groupe. Donc, le côté, il faut absolument que je reste au boulot jusqu'à 20 h pour montrer que je suis un bon contributeur. Je pense que c'est de moins en moins vrai. Je parlais de rôle modèle tout à l'heure. Je pense que le fait d'avoir voilà, peut-être plus de femmes, mais aussi tout simplement plus de générations un peu nouvelles qui arrivent dans des rôles exécutifs, ça aide quand même là-dessus parce que malgré tout, il y a une question générationnelle et quand on est capable de montrer des exemples, ça progresse. Je ne sais pas vous répondre sur le congé parental encore parce qu'en France, on est quand même encore un peu loin, mais je peux vous répondre, vous savez, sur l'allongement du fameux congé de paternité, là. Débat sans fin au moment où les pouvoirs publics s'emparaient du sujet pour savoir s'il fallait allonger, pas allonger, l'indemniser, pas l'indemniser, etc. Et en fait, on se rend compte que dans les faits, ça passe comme une lettre à la poste, en fait. Une fois que c'est là, une fois que c'est pris, il suffit d'une fois pour que ça devienne, en fait, pour qu'on en oublie. Et c'est ça qui est, je pense, qui nous rend hyper optimistes, qui doit nous rendre hyper optimistes, parce que c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on se dit, bon, ça avance quand même pas bien vite, cette affaire. Mais ce dont on se rend compte, c'est que finalement, l'entreprise et les corps sociaux s'adaptent assez vite à de nouvelles normes. Et donc, alors je ne vais pas renvoyer au pouvoir public obligatoirement, mais voilà, la décision est prise, la loi passe, elle devient exécutoire pour tout le monde, les entreprises comme les particuliers. Et c'est ça la nouvelle norme 6 mois après ou 1 an après. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez optimiste là-dessus. Moi, je pense pas que, je pense que ouais, c'est mal vu. Ouais, c'est un petit peu le monde d'hier, c'est mal vu. Je pense que demain, ça va de moins en moins avec le sujet. Je pense que les jeunes générations, de toute façon, pousseront dans ce sens-là et qu'il faut bien s'adapter. Et toute l'histoire de l'entreprise, c'est ça de toute façon, hein, c'est s'adapter à ses nouveaux clients, s'adapter à ses nouveaux marchés, s'adapter aussi à ses nouveaux salariés. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Et puis, je voudrais faire un dernier élément sur la réponse quand même, pour vous dire à quel point je considère qu'on n'a pas à s'insérer dans la vie privée de nos salariés. Et pour autant, pour moi, ce qui va faire un salarié performant demain, c'est l'équilibre qu'il aura dans sa vie. Hein. Pas seulement le fait qu'il ait un bon manager, une bonne fiche de poste, des bonnes conditions de travail, etc. C'est l'équilibre global. Et j'ai très souvent dans mon job, parce que je m'occupe des talents, j'ai très souvent dans mon bureau des jeunes femmes qui me disent, par exemple, parce que bon, nous, on a une activité très opérationnelle, donc chez nous, passer dans l'opérationnel, c'est un très bon passeport de carrière.
J'ai plein de jeunes femmes qui viennent me voir, qui me disent mais vous savez, moi j'aimerais bien passer dans l'opérationnel, mais quand même, c'est pas facile, j'ai des enfants, ou alors je vais faire des enfants, donc ça va pas être compatible, etc. Bon, alors je leur dis deux choses en général. La première chose que je leur dis, c'est que moi, quand j'avais 30 ans, 32 ans, pardon, et que je venais d'avoir mon troisième enfant, j'ai pris un job opérationnel. Je suis devenue patronne d'une business unit chez Veolia. Et j'ai très bien réussi à le faire. Et quand elles me disent, mais c'est quoi le facteur clé de succès, je fais toujours la même réponse. Et je dis, le facteur clé de succès, c'est le partenaire, en fait. Le partenaire ou la partenaire. C'est ça le facteur clé de succès. Donc voilà, vous voyez, j'ai tendance, je dis, bon, pas à nous de nous immiscer là-dedans, mais quand même, on sait que les femmes qui feront carrière, elles feront carrière parce qu'à un moment, elles ont un partenaire ou une partenaire qui leur permet de faire carrière et donc qui va partager et qui va inverser la tendance de la slide qui a été présentée tout à l'heure, hein, sur qui fait quoi et sur qui ça pèse la charge à la maison. Mais alors, je rebondis, excusez-moi, sur ma question sur, bon, vous dites effectivement, c'est pas à l'entreprise de s'immiscer dans la vie du couple et dans la répartition des tâches, mais est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose d'une manière ou d'une autre, orienter les choses? Les académiques ont beaucoup interpellé les pouvoirs publics. Est-ce que vous avez des pistes à leur souffler sur ce qui pourrait être fait Je pense que nos chercheuses, elles sauront beaucoup mieux que moi répondre à cette question, mais Clémentine ou Barbara, on les connaît les pistes. Hein. On les connaît les pistes. Hein. C'est partager le congé parental, c'est donner plus d'accès à des modes de garde plus souples, c'est partager, je veux dire, le partage des tâches ménagères, il dépend aussi des biais que on ne change pas les mentalités par décret, ça c'est certain, mais quand on instaure du congé de paternité, quand on instaure du congé parental partagé, optionnel, voire un peu forcé, hein, on sait comment ça fonctionne hein, dans d'autres pays. Hein. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se limiter, on est très latin en France, nous on a beaucoup d'activités dans les pays nordiques, hein, chez Veolia. On a des patrons pays qui n'ont aucun problème à s'absenter pendant un an pour aller s'occuper de leurs gamins. Hein. Et c'est pas parce qu'ils ont une mentalité, si vous voulez, ancrée dans leur cortex depuis 10 000 ans qui les pousse à faire ça. C'est juste parce qu'il y a un cadre aussi à un moment réglementaire et légal qui fait que c'est possible et que donc ça devient une habitude. Ça revient un petit peu à ce que je disais au début de la réponse tout à l'heure. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez mentionné quelques pistes, Barbara Petrongolo et Clémentine Van Effenter, et puis aussi Emmanuel Santelli, hein, est-ce que vous avez d'autres choses à souffler à l'oreille des dirigeants? Yeah, I mean, if I can start this discussion, I think it's very interesting. There are indeed. Je pense que c'est très intéressant. Il y a eu des études menées. Donc, sur les 100 dernières années, des politiques en faveur de la famille ont été progressivement introduites. Par exemple, des aides pour la garde d'enfants. Donc, nous avons des preuves aujourd'hui sur le congé maternel, c'est-à-dire la partie du congé parental qui est allouée aux femmes. Eh bien, cela n'aide pas la carrière et l'emploi des femmes. Et la partie des pères, eh bien, nous avons eu des études très récentes. Eh bien, dans certains cas, eh bien, il a été montré que ce congé parental améliorait l'implication des pères. Mais ce n'est pas des résultats très à grande échelle. Donc, c'est très difficile de les commenter. Il faut tenir compte également des aides pour la garde d'enfants. Et c'est très important de prendre en compte cet aspect. Les gardes d'enfants sont réellement primordiales dans cet aspect.
toutes ces mesures ont des répercussions si, si les normes sociales les accompagnent. Si dans les normes sociales, dans les sociétés ou dans les entreprises n'ont pas évolué, eh bien, les politiques auront du mal à s'implanter. Peut-être pour rebondir sur ce que Barbara vient de dire, je suis tout à fait d'accord que déjà, une première chose que les pouvoirs publics pourraient faire, c'est systématiquement essayer de documenter ces différences, les suivre dans le temps, essayer de voir comment les choses évoluent, à quel point ça varie entre différents secteurs. Mais la question de l'accueil public des enfants et les modes publics de garde, c'est une question extrêmement importante. Dans une recherche que j'ai faite avec ma collègue Emma Doukimi, on a montré que, par exemple, le simple fait d'avoir un emploi du temps qui prend les enfants à l'école le mercredi ou pas, ça a déjà des impacts sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Donc, il y a vraiment des choses qui coûtent de l'argent, mais qui peuvent vraiment rapporter même, puisque les femmes se mettent à travailler plus. Donc, en fait, elles sont payées plus. Et en termes de recettes fiscales, on s'y retrouve. Donc, il y a vraiment des choses à faire sur l'accueil des enfants à différents âges, et pas uniquement des plus petits. C'est aussi vrai à l'école primaire, par exemple. Et puis, je suis d'accord que sur le gros point d'interrogation, c'est les normes. Effectivement, comment est-ce que les normes évoluent? Ça, les chercheurs s'arrachent les cheveux là-dessus pour essayer de comprendre si c'est les dispositifs des entreprises, si c'est les politiques elles-mêmes qui font évoluer ces normes, si tout ça évolue à la fois. Et je serais curieuse de savoir ce que Emmanuelle a prévu de faire dans le futur par rapport à ces couples. Est-ce qu'elle a l'intention de réinterroger, de voir si, par exemple, certaines prises de conscience dans des jeunes couples qui viennent d'avoir des enfants évoluent à l'épreuve de la réalité de l'éducation des enfants? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Parce que c'est vrai que nous, on arrive toujours un petit peu derrière pour regarder l'impact sur le marché du travail, mais ce serait intéressant de voir en tout cas ce que les couples aujourd'hui déclarent et comment est-ce que ça évolue maintenant, un an et demi après le début de la pandémie. Merci Clémentine Van-Effenterre. Emmanuelle Santelli, vous avez le micro. Oui, du coup, ça me faisait penser, là, je vais répondre à cette question, Clémentine, mais quand Isabelle disait qu'aujourd'hui, avec les jeunes générations, hommes et femmes, quand vous les rencontriez et qui vous évoquent la question de la conciliation vie professionnelle, vie familiale, je me posais la question, est-ce qu'on est bien sur des personnes qui ont des enfants? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est massif dans les couples, c'est l'idéal égalitaire. Aujourd'hui, les couples vivent se forment avec cette norme de l'idéal égalitaire. Mais cet idéal égalitaire, il est très simple à proclamer tant qu'il n'y a pas d'enfants. Et donc aujourd'hui, c'est clair. Et moi aussi, j'ai vraiment été frappée quand j'ai fait le travail sur la formation des jeunes couples, de voir à quel point, encore une fois, j'étais plutôt sur des classes moyennes supérieures. Je pense qu'il y a des différences importantes qu'on est avec les classes populaires. Mais là, j'ai été frappée par le discours, à quel point les hommes s'étaient appropriés ce discours d'égalité. Mais encore une fois, la plupart d'entre eux n'avaient pas d'enfants. Et donc, c'est bien un discours sur l'idéal égalitaire, quoi. Et vraiment, les choses changent quand il y a des enfants. Donc oui, pour répondre à Clémentine, l'idée, oui, c'est de suivre ces couples. C'est de les suivre à la fois par rapport à la question de leur changement de statut personnel lorsqu'ils deviennent une famille, mais c'est aussi peut-être les suivre par rapport à la situation sanitaire, la situation pandémique dans laquelle on est, dont on ne voit pas la fin. Donc voilà, j'ai aussi des projets de recherche par rapport à ça. Donc oui, voilà, l'idée, ça serait de les suivre, mais vraiment, je trouve que cette question de l'arrivée des enfants, c'est quand même, et là, ça a été très documenté par de nombreuses recherches qui montrent que c'est vraiment l'arrivée des enfants et le nombre, évidemment, qui crée les écarts. Ça me faisait aussi penser là sur, bien sûr, moi, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, il faut vraiment des politiques volontaristes, incitatives et qui, à mon sens, le seul levier d'action, c'est l'entreprise, en espérant que ça a un effet en chaîne ensuite dans la sphère familiale et la sphère privée. Puisque effectivement, on ne peut pas y avoir des politiques, des mesures qui visent
directement l'espace privé. Me semble-t-il. Donc, ça passe, le média, c'est l'entreprise, mais ce qui nécessite effectivement que des mesures fortes et qui, évidemment, ont un coût, soient prises, parce que aussi un des effets, c'est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Tant qu'il y a un tel écart de salaire, mes collègues sociologues Cécile Bessière et Sybille Golac, dans leur ouvrage Le genre du capital, montrent bien que le salaire moyen des femmes en couple par rapport aux hommes en couple est vraiment important. Le chiffre m'échappe, mais il est vraiment important, comparé au salaire moyen des femmes célibataires comparé aux hommes célibataires. Donc c'est vraiment les femmes en couple qui ont un salaire moindre que leur homologue en couple, quoi. Et du coup, quand il y a une telle différence de salaire, effectivement, lorsqu'il y a un temps partiel qui doit être pris, c'est la femme qui va le prendre, et on est sur un effet cumulatif, quoi. Merci beaucoup, Emmanuel Santelli. Alors, le temps passe. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Ce que je vous propose, alors je vous cite une question un petit peu provocatrice mais intéressante d'une personne du public. Et en réagissant à cette question, je vous propose de faire aussi un peu un mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin justement, et si vous voulez nous partager une conviction ou voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, en prenant une minute 30 chacune. La question de cette personne, c'est: est-ce que le bon côté, entre guillemets, du Covid et du confinement, c'est que, paradoxalement, les hommes peuvent aussi avoir pris conscience de l'ampleur de la tâche ménagère, en fait, que, oui, la femme, elle a bel et bien une double journée, et que là, d'avoir été confinés ensemble pendant un certain temps, ça a permis aussi aux hommes de toucher ça du doigt, et que ce soit plus seulement quelque chose de cérébral et d'intellectuel. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas eu un point positif dans la prise de conscience des hommes? Voilà, c'est la question un peu provocatrice que j'ai reçue, je vous la soumets. Et puis voilà, si chacune peut prendre une minute pour réagir et conclure, ce serait parfait pour terminer cette conférence. Qui veut se lancer? I think this is a very interesting question. In fact, je pense que c'est une question intéressante, car cela pourrait vraiment, d'une certaine manière, apporter nombre de réponses à ce que nous avons vécu au cours des derniers mois. Et si vous vous souvenez, parce que dans mon intervention, j'en avais parlé, donc cette question du Covid, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de la charge liée aux enfants pour les femmes. Et c'est vrai que donc, la distribution n'est pas égale entre les hommes et les femmes dans ces tâches-là. Et autre chose, nous savons qu'il y a des ménages qui passent plus de temps à la maison que d'autres. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris soin des enfants, ils se sont occupés des tâches ménagères. Et comme je l'ai dit précédemment, sur la question des normes, ce n'est que la partie, une infime partie de cette histoire. Donc, très bien. Donc, quand les femmes s'occupent des enfants de cette âge, c'était normal, c'était attendu. Mais tout d'abord, nous voyons que pour tous ces mois que les gens ont passé à leur maison, alors les hommes ont pu se rendre compte de tout le travail que ça prend, de l'énergie aussi que cela mobilise. Donc, nous verrons bien sûr ce qui se produira dans les prochains mois. Effectivement, on peut essayer d'être optimiste. On peut aussi avoir la version plus pessimiste qui consiste à dire maintenant qu'ils ont vu ce que c'est, ils n'ont absolument pas envie de s'investir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette idée, en économie, on a cette notion de l'idée de la complémentarité, qui n'est pas une complémentarité essentialiste entre hommes et femmes, mais l'idée que l'investissement, par exemple, des deux parents dans l'éducation des enfants peut avoir des retours très, très positifs. Donc, il y a quand même cette idée qu'à travers l'expérience, l'observation et puis l'apprentissage, ça peut avoir des retours positifs pour les enfants aussi. Donc, c'est aussi peut-être une chose dont les pères ont pu prendre plus conscience. Et je voulais juste dire que c'est une question peut-être plus globale que juste la question de la prise en charge des enfants. C'est que peut-être que la pandémie a aussi éclairé qu'il y avait
un certain nombre d'activités, de rôles, de métiers dans la société qui avaient tendance à être plus pris en charge par les femmes et qui étaient essentiels. Donc, on a parlé de la première ligne, effectivement, et je pense que ça ouvre une question peut-être plus générale sur laquelle il y a encore très peu de gens qui s'expriment, mais sur la question de la revalorisation d'un certain nombre de métiers. Il y a actuellement des mouvements sociaux, des sages-femmes, par exemple, mais on l'a vu dans tout un ensemble de métiers que peut-être se pose la question on a une pénurie de main-d'œuvre dans des métiers qui sont essentiels. Qu'est-ce qui va se passer? En tant qu'économiste, c'est des questions très intéressantes pour nous de voir est-ce que les salaires vont augmenter? Parce qu'on a besoin de recruter dans ces secteurs-là et on a des pénuries de main-d'œuvre importantes. Et quelle va être la discussion, on va dire, un peu plus générale de la société autour de ces métiers qui ont tendance à être plus féminisés que d'autres? Merci Clémentine Van Effanter. Entre Isabelle Quénon et Emmanuelle Santelli, vous êtes les deux dernières. Vous avez une grosse minute chacune. Allez, je vais me lancer comme ça, je laisserai le mot de la fin à Emmanuel. Alors moi, je ne sais pas du tout s'il faut être pessimiste ou optimiste, honnêtement, j'en sais rien. Parce que oui, peut-être que les pères ont plus vu ce dont il s'agissait, mais enfin, si on écoute Emmanuel avec sa citation du père qui dit « bah oui, moi j'ai besoin de temps pour moi », bon, sincèrement, on se pour met les séries. On se met pour regarder des séries sur Netflix. Alors là, si on écoute ça, on se met dans une grotte avec une couverture sur la tête et puis on ne ressort plus pendant les 100 ans qui viennent, quoi. Donc, je ne sais pas s'il faut être pessimiste ou optimiste, mais je sais qu'il faut être actif, en tout cas, et réaliste. Voilà, donc je pense qu'on a fait quand même un tour d'horizon là de ce qui peut être fait. Il y a des actions qui peuvent être faites au niveau des pouvoirs publics. Il y a des actions qui peuvent être faites au niveau des entreprises. Il y a beaucoup de choses aussi qui ressortent de ce qu'on appelle, alors je cherche le mot en français, j'allais dire empowerment, ce n'est pas un mot très joli, mais de la capacité de l'aide que l'on donne aux femmes pour se sentir capable de faire ces revendications-là et de se lever pour ce qu'elles souhaitent. Je pense que c'est un point important, très important aussi. Voilà, donc tout le monde sait à peu près ce qu'il ou elle a à faire. On a, je crois aussi beaucoup d'hommes qui sont prêts à s'engager dans ce combat-là. Donc, c'est un point qui est quand même important et qu'il faut souligner et rester, je pense, très focus sur les actions. Et je reprends une chose qui a été dite, je crois, par Clémentine, qui est la mesure de tout ça. Parce que finalement, et bon, on a des chercheuses beaucoup autour de la table, donc des gens qui croient les faits et qui croient les chiffres et qui croient les facts and figures, comme on dit. Et je crois que c'est super important parce que à chaque fois qu'on reste dans le je ressens, j'ai une représentation, moi personnellement j'ai observé ça, etc. Ben non, en fait, on a suffisamment, je crois, on l'a vu dans cette table ronde, de matière scientifique pour pouvoir regarder les choses telles qu'elles se passent et surtout en monitorer l'évolution dans le temps. Et je pense que c'est complètement capital. Si on veut faire évoluer une situation, il faut qu'on la suive sérieusement, avec des chiffres, avec des faits, et qu'on soit capable de mesurer l'amélioration de l'évolution. Merci Isabelle Quénon et Emmanuelle Santelli. Donc le mot de la fin pour vous en 1 minute. Alors oui, moi aussi je suis d'accord. Il n'est pas question d'être optimiste ou pessimiste, qu'il faut se baser sur les faits. Mais alors justement, quand on se base sur les faits, par rapport à notre petit milieu des chercheurs, j'ai quand même été très étonnée de deux éléments, on va dire, qui ont été quantifiés. Lors de l'appel à projet Flash Covid qui a été lancé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, il a été démontré que le nombre de projets portés par des femmes était significativement en baisse. Donc, ce qui veut dire qu'y compris dans notre milieu, alors, il n'y a pas que les sciences humaines qui répondent à ces appels à projets, il y a toutes les disciplines confondues, mais bon, voilà, les femmes et donc les mères en l'occurrence, parce que c'est elles qui ont été sûrement pénalisées, de la même manière qu'un article du Monde a aussi indiqué que les revues scientifiques ont reçu moins de propositions d'articles émanant de femmes, là aussi de mères, durant cette période, quoi. Donc, les faits sont quand même là pour l'instant, même si je suis d'accord, voilà, il va falloir être active et actif. Indéniablement, les hommes ont à perdre, à sortir de systèmes dans lequel on est jusqu'à présent. Les hommes ont à perdre, mais évidemment, une partie d'entre eux sont prêts. Et effectivement, la question était bien vue de ce côté-là. Les hommes ont pu prendre la mesure à l'occasion de cette crise de ce qui se passait à la maison quand ils n'étaient pas là, dans le soin aux enfants, etc. Et évidemment, une partie d'entre eux sont prêts à partager.
mais ce n'est pas le cas de tous. J'ai donné tout à l'heure ce petit exemple, mais j'en ai eu d'autres dans ce cas-là. Donc, effectivement, les choses sont encore à construire de ce point de vue. Et vous avez raison, Clémentine, je pense que ça passe aussi par la revalorisation des métiers occupés par les femmes. Les femmes sont surreprésentées dans des métiers peu qualifiés, précaires, etc. Cette revalorisation peut aussi contribuer à une meilleure égalité, en tout cas une meilleure justice entre les hommes et les femmes. Bien, merci Manuel Santelli, merci à toutes les quatre. C'était passionnant de vous écouter et puis de rebondir sur chacune en fonction de vos expériences. Merci parce qu'on a fait vraiment, je pense, un point up-to-date, comme on dit toujours en bon français, actualisé sur cette situation et sur ce qui peut être fait aussi. Je pense que c'est important de voir qu'évidemment, ce sont des questions privées, mais qui sont aussi éminemment publiques. Et voilà, on n'est pas sans réponse et sans moyens. Donc, merci à toutes les quatre et puis souhaitons que ce panel soit visionné par des décideurs politiques et économiques. Merci à toutes les quatre. Et puis, merci beaucoup à vous, Marie, pour l'animation. Merci. Merci beaucoup à vous et bonne continuation au GECO. Merci.